Bon, et depuis que j'ai écrit cette thèse, je continue toujours à m'intéresser à tout ce qui se publie au Maroc et c'est mon pays d'adoption et je suis casablancaise et donc j'ai toujours plaisir à accueillir de nouveaux auteurs. Donc Ilham que je découvre, que vous avez l'air de connaître, mais moi je n'ai pas ce plaisir. Je n'avais pas ce plaisir. Et donc j'ai lu évidemment attentivement Père vers un monde meilleur. Et avant de vous parler, de dire quelques mots sur cet ouvrage et d'écouter ce que Ilham va nous en dire, je voudrais quand même dire deux mots sur votre parcours, parce que même si plusieurs ont l'air de vous connaître, peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, et puis ça ne sera pas inutile de faire un lien entre votre parcours et le contenu de ce livre. Donc vous êtes diplômé en droit privé de l'université de Mohamed V de Rabat. Vous êtes également diplômé en traduction dans l'université Montaigne de Bordeaux et en programmation neurolinguistique, en PNL, ce qui prouve déjà cet intérêt pour la communication et pour la compréhension d'autrui, bien sûr. Et puis experte aussi en développement de produits innovants en nutrition thérapeutique, ce qui est tout à fait original, et j'ai appris avec plaisir que vous aviez des brevets, particulièrement en innovation de nutrition thérapeutique. Voilà, ce qui est tout à fait rare, je dois dire. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous qui est spécialisé dans ce domaine. Alors, vous avez déjà participé, vous avez écrit Jour de fête au Maroc en 2004, et puis vous avez participé à un beau livre publié chez Marsam qui s'appelle Marrakech, lieux évanescents. Et on va voir qu'il y a aussi un rapport de ces lieux évanescents avec une partie, un petit chapitre de cet ouvrage. Donc, je disais qu'il y avait un rapport entre votre carrière et votre formation et puis l'ouvrage, dans la mesure où je sais que certains témoignent, en fait c'est un livre de témoignages. Vous avez été à l'écoute de plusieurs personnes avec leur parcours tourmenté, avec leurs soucis, et ce qui vous a permis de faire des rencontres que vous relatez ici, c'est par exemple en tant qu'auxiliaire de justice où vous avez des cas de mariage mixte, on va dire, de mariage parfois un peu problématique, comme vous le racontez dans le tout premier texte. Et puis, vous êtes également fondatrice d'une association pour la santé mentale qui s'appelle Soleil, Shams, et donc avec des groupes de parole, avec une grande connaissance du milieu hospitalier, ce qui explique également un autre de vos textes. Donc tout ça s'est rejoint, on va dire, dans cet ouvrage qui est, alors je ne peux pas vraiment dire que ce soit des nouvelles au sens propre, parce que ce sont plutôt des témoignages avec des récits de vie, mais avec beaucoup de vos commentaires personnels qui émaillent, qui est instructif également. Vous nous apprenez au passage toutes sortes de choses qui sont dues à vos propres recherches. Donc en plus du témoignage, parfois à la première personne, de certains personnages, mais pas tous. Donc en fait ce sont des parcours de vie. Et je vais tout de suite vous demander pourquoi votre titre joue sur les mots, parce que j'ai appris que vous avez joué sur les mots. Donc, je vous laisse le plaisir de nous dire pourquoi Père vers un monde meilleur est un jeu de mots astucieux que je n'avais pas vu. Alors, je vous laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Merci d'écouter. Merci Annie pour cette belle présentation et merci à Madame Benjama de nous avoir accueillis dans ce bel espace. Merci à vous d'être venus. Et bien sûr, quand on écrit, on est dans le besoin de partager, de tisser ce lien de partage et d'échange avec le lecteur. Et justement, dans mes récits, j'ai opté pour la concision, puisque mon premier livre contient 400 pages, presque, Jour de fête au Maroc.
Et celui-ci, quand j'ai raconté l'histoire, j'ai observé la concision, particulièrement pour laisser la liberté d'imagination au lecteur. Je ne voulais pas l'encombrer de trop de détails. Et puis les terminaisons de chaque histoire ont toujours été ouvertes pour pouvoir permettre au lecteur de choisir si ça va dans le bon sens ou le mauvais sens. Donc, Pervers un monde meilleur, je parle de la perversion dans les relations, mais les relations humaines et aussi les relations avec les institutions. Quand je dis institutions, c'est-à-dire les institutions médicales, judiciaires, des établissements, etc. Et c'est un jeu de mots. Voilà. Pervers un monde meilleur, c'est-à-dire que quand je parle des relations humaines, c'est celui qui inflige la souffrance et celui qui souffre sont tous les deux à la recherche d'un monde meilleur, d'un certain équilibre. Nous sommes dans les extrêmes, l'extrémité de la gentillesse, de la naïveté et l'extrémité de la méchanceté. Et pour arriver à ce juste milieu, ce sont des épreuves de la vie qui nous font découvrir certaines choses et qui nous apprennent et qui nous font nous élever à un niveau supérieur au niveau de la réflexion, du comportement et puis du comportement avec soi-même d'abord et avec les autres, avec la société. Donc il y a plusieurs histoires et ce sont des sujets complètement différents mais qui se rejoignent dans ce volet de la souffrance. Cette opposition entre la perversion et les victimes, en fait. D'où la souffrance. Tout à fait. Et puis, vous avez évoqué ce volet de l'innovation. Et je l'ai déjà dit, mais je me plais à le répéter devant vous aujourd'hui. C'est que l'innovation est venue d'un gentil petit conflit entre ma mère et mon père. Mon père qui voulait faire des enfants instruits et qui s'occupait pas du reste, et ma mère qui voulait absolument s'occuper de ses filles, en l'occurrence, pour faire des épouses parfaites, des maîtresses de maison qui sachent tout faire à la maison, qui soient polyvalentes, pluridisciplinaires et tout ça. Et donc je voulais leur montrer qu'on pouvait associer tout ce qui était diététique, alimentaire, à tout ce qui peut être recherche scientifique, médicale et bienfait, bien-être et tout ça. Et donc je me suis intéressée au terroir marocain. J'ai essayé de développer, et en faisant des recherches, que j'essayais de refaire des dosages et de voir l'intérêt de chaque aliment ingurgité, quel est son intérêt pour l'organisme et dans quelle proportion il doit être ingéré. Voilà, donc par rapport à l'association Shems que j'ai fondée, je l'ai appelée Shems parce qu'on voulait mettre en lumière cette souffrance qui était tue, parce que les familles n'en parlent pas, ne veulent pas en parler, et puis mettre de la lumière sur comment sont traitées les personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie. Parce que ce sont des portes fermées, des portes métalliques, on ne peut pas voir ce qui se passe derrière, et on a besoin de comprendre pour pouvoir mieux les aider. Bien entendu, l'association s'est préoccupée aussi d'informer les familles, mais aussi de mener une réflexion sur comment on pouvait améliorer le quotidien et le sort de ces personnes-là, d'autant plus que la souffrance psychique, je ne dirais pas la maladie mentale, parce qu'il y a une grande différence entre la maladie du cerveau et la souffrance psychique qui nous emmène vers la maladie. Et donc ça touche une tranche d'âge relativement jeune. Et voilà, donc c'est un pan de vie, sinon c'est toute la vie qui est gâchée à cause de la maladie, à cause de l'incompréhension et à cause du manque d'information. Et quand on parle des relations perverses dans la société, on voit bien la différence entre les personnes qui ne sont pas du tout informées, qui ne comprennent rien à ce qui se passe,
Et la personne qui est informée, qui sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui va essayer de se défendre, de remédier, de trouver des alternatives pour pouvoir s'en sortir, à défaut de pouvoir prendre de la distance. Bien entendu, j'ai écrit à ma manière parce que je suis de formation juridique et je travaille auprès de la justice. Et je considère ces écrits, ces récits comme un plaidoyer qui est un petit peu romancé à la manière des juristes, c'est-à-dire dire ce qui ne va pas et essayer d'expliquer, de trouver des alternatives, d'expliquer comment on peut remédier à la situation. C'est ça. Et en tant que juriste, vous avez donc affaire à ce qui est le thème de la toute première, je dirais nouvelle, enfin du premier texte. Ce ne sont pas tout à fait des nouvelles, hein, comme je disais, parce que ce sont avant tout des témoignages avec un point de vue extérieur qui explique la situation d'une façon presque scientifique. Oui, vous avez un aspect un peu scientifique. D'ailleurs, pour la maladie mentale aussi, vous êtes très précise. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sans gâcher la découverte sur ce premier texte, ce premier témoignage? Alors, ce premier témoignage, j'ai été marquée par le passage parce que j'exerce au Moyen Atlas, dans la région de Beni Mellal et les alentours. Et j'ai été très marquée par le passage de ce qu'on a désigné comme mariage blanc, qui était quand même où il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait pas d'entente même. Il n'y avait pas d'entente et il n'y avait même pas de compatibilité. Et donc c'était des couples qui venaient dans mon cabinet pour des traductions, mais je voyais qu'il y avait beaucoup de souffrance de part et d'autre. Et je me suis posé la question, pourquoi, par exemple, une femme va fuir un mari marocain, qu'est-ce qu'elle va trouver chez l'autre? Pourquoi déjà? Et finalement, on trouve que les attentes sont les mêmes. Qu'il soit marocain ou pas marocain. De la part de l'homme. Voilà, exactement. Et donc voilà, j'ai essayé de poser des questions parce que dans mes textes, je pose énormément de questions auxquelles j'invite le lecteur aussi à essayer de trouver des réponses. Alors, je vais garder le morceau central, si je peux dire, qui est un très touchant témoignage d'une jeune fille qui sera internée pour souffrance morale, mentale, psychique. Bon, et on va parler un petit peu de ce texte qui suit celui-ci et qui concerne, qui a un titre Amour blessé, avec une jolie citation de Khalil Gibran. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour un carcan. Alors, pouvez-vous nous dire deux mots sur ce carcan dont il est question dans ce témoignage? C'est l'emprisonnement, c'est la prison qu'on va créer pour la victime, on va dire on va l'appeler comme ça. Et c'est une femme. Et c'est une femme, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que ce sont que les femmes qui sont victimes, bien entendu. Moi, j'ai parlé de la femme parce que je suis une femme. J'ai cette sensibilité à l'égard de la femme, mais aussi parce que c'est la femme qui façonne les hommes. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là. Oui, exactement. Et donc, c'est cette prison qui est tissée sans que la personne ne le sache, jusqu'au jour où elle n'en peut plus, le jour où elle veut s'en sortir, et elle va aller se réfugier vers l'institution judiciaire, par exemple, mais elle ne va pas trouver de confort là-dedans, parce qu'il y a des hommes, il y a une société patriarcale, à prédominance patriarcale, et qui va la juger, au lieu de lui tendre la main, l'aider à sortir de ça. Alors, ce qui est touchant dans cette nouvelle, ce sont les efforts de l'héroïne, Fatim Zahra, qui fait tout, mais vraiment tout pour que son couple puisse survivre. Et bon, elle a beau faire, c'est tout ce qu'elle
tente, mais vraiment des choses fortes, comme de déménager, etc. Et à chaque fois, elle veut reconstruire quelque chose et la situation lui échappe à cause de l'attitude d'incompréhension de son mari, malheureusement. Justement, parce qu'elle est dans l'ignorance. Elle ne sait pas qu'elle est dans une relation toxique. Voilà. Et quand on est dans l'ignorance de ça, eh bien, on se reproche toujours à soi-même. Est-ce que j'ai pas assez fait? Est-ce que je dois faire comme ça? Oui. Est-ce que j'ai été maladroite? Est-ce que j'ai été vexante? Etc. etc. Jusqu'au jour où c'est le corps qui crie au secours. Qui crie au secours Voilà. et qui tombe malade. Voilà. Et c'est un cas qui est assez fréquent finalement. C'est un témoignage de quelque chose que nous avons toutes rencontré autour de nous. Une femme qui fait tout pour sauver son ménage et le mari n'est jamais assez content et voilà, et elle fait un travail qui lui plaît, mais le mari ça ne lui plaît pas, il est jaloux. Enfin, c'est tellement classique, je dirais, malheureusement. Et pour vous, c'est une situation il y a un pervers là-dedans. Oui. Le mari, il a une attitude de pervers. Exactement, et on dit que chaque époque a sa pathologie. Et la pathologie de ce siècle, c'est la perversion, voilà, dans les relations. Et puis c'est ce rapport de force voilà, mené par les hommes à l'égard des femmes, parce qu'ils sont en train de sortir aussi de leur zone de confort. Aujourd'hui, on les fait sortir, il y a une évolution de la moudawana. Il y a beaucoup de choses qui privilégient la femme par rapport à avant. Et donc, ça dérange et ils y vont plus fort. Ils essayent de s'accrocher à leurs prérogatives. Exactement. Ils sentent que ça leur échappe. Mais oui. Ouais. Le tout dernier témoignage, c'est une toute jeune femme qui a son bébé encore au sein et qui se trouve lâchée, on va dire, dans l'incertitude, dans la misère. C'est également une conséquence d'un mariage, d'une relation ratée, quoi, manquée. Et d'après vous, cette jeune femme, elle a pris quel chemin finalement? Là, c'est encore un jeu de mots. Hein? Et là, c'est la relation toxique avec les croyances sociales, les tabous, et qui vont faire que cette personne va être perdue, elle va pouvoir ni retourner chez elle, ni aller revoir sa famille, parce qu'il y a les tabous de la société. Et puis, comment on peut basculer vers une addiction très très facilement. Et là, c'est la mendicité, je parle de la mendicité, donc qui est punie pénalement, mais qui existe de plus en plus fort dans la société. Avec leur bébé qui mendie. Et comment une mère qui ne sait plus où aller et qui trouve goût à cette mendicité, facilité, juste pour pouvoir sortir de ce qui lui fait mal. Ouais. Évidemment, la solution n'est pas là, malheureusement. Ouais. Oui. Mais on ne peut pas, moi je ne peux pas me prononcer, peut-être qu'elle va continuer, peut-être qu'elle va s'arrêter. Ouais. C'est ça c'est ça la particularité de l'ouverture de la conclusion de chaque histoire. Et c'est ça la particularité de mon écriture. Je crois que je suis un peu marginale par rapport à ceux qui écrivent les romans, les nouvelles, etc. Je peux me positionner dans ce sens-là, mais c'est ma manière d'écrire, c'est ma manière de... Oui. Comme vous le dites. Et puis vous citez également François Chêne, qui est un grand monsieur, un écrivain d'origine chinoise, naturalisé français, et qui disait... Vous le citez, le rôle de l'écrivain est de témoigner de la souffrance qui l'entoure. Oui, exactement. Est-ce que c'est votre exactement. credo, on va dire? J'y crois beaucoup et c'est pour ça que je le cite. Et c'est un auteur qui me touche beaucoup, qui est très très intéressant. Très humain, oui, bien sûr. Exactement. Et il l'a dit à juste titre et moi je l'ai pratiqué dans cette expérience. Alors, je me suis demandé pourquoi vous me racontiez votre parcours à Marrakech. Quel était le rapport? Et je l'ai compris parce que on en a discuté au téléphone. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous nous racontez vos 3 ou 4 séjours à Marrakech à des dates différentes? Mais celle-là aussi, c'est les relations toxiques, mais avec les institutions de l'État, avec les plans d'aménagement qui changent
sans que le citoyen soit consulté, sans qu'on lui demande son avis. On revient quelques années, c'est complètement défiguré, et puis on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça va évoluer, et surtout, ça se passe dans les villes impériales, les plus belles villes du Maroc, où il y a certaines particularités, par exemple à Marrakech, la population, la façon d'être, etc., est tellement originale, tellement spécifique à cette ville, qu'aujourd'hui, tout a changé. Même l'être humain, il a changé parce que la ville s'est agrandie, elle est devenue plus touristique, elle attire plus de loisirs, etc. Les gens qui viennent pour passer du bon temps, pour sortir, pour s'amuser. Mais cette nature que j'ai connue à Marrakech étant enfant, je ne l'ai plus retrouvée. Donc là aussi, il y a une perversion. Exactement. Non, système, pas une perversion, mais je dirais une relation toxique entre le citoyen et la société dans laquelle il vit. D'ailleurs, dans des quartiers résidentiels, quand il y a, par exemple, des projets touristiques, du bruit nocturne, etc., que les gens vont se plaindre, les gens qui ont habité sur plusieurs générations dans le quartier, dans un quartier réputé pour son calme, et ben on leur dit, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à changer. Donc là, c'est une relation toxique avec le citoyen. Voilà, on se sent plus chez soi, et ça aussi, ça dérange. Je dirais qu'il y a quand même une perversion dans l'urbanisme qui n'est pas... Dans la manière de gérer l'urbanisme des villes. Voilà, exactement. Eh bien, nous arrivons au morceau, ce que je dirais le morceau central de ce livre, qui est un témoignage donc à la première personne d'une jeune fille qui se trouve à la suite d'un acte qu'elle a subi. Est-ce qu'on le nomme? Oui. Donc, elle a été violée apparemment par un inconnu, mais elle n'a jamais osé le dire. Et ça l'a conduite dans une escalade de souffrance qui la dépasse tellement qu'elle a eu des comportements considérés comme de la folie. Exactement. Alors, cette jeune fille qui va faire des études à l'étranger, qui est intelligente, qui a une famille aimante, et malgré tout, elle est prise. Et alors, vous employez plusieurs fois l'expression « on n'a pas pu mettre des mots sur les mots ». Alors, comment vous est venu ce personnage? De par mon expérience déjà associative et le fait d'avoir remarqué qu'il y avait une tranche d'âge particulièrement jeune des personnes qui souffrent. Ça m'a beaucoup interpellée et je me suis dit, est-ce que ces gens-là, ils vont finir leur vie comme ça ou est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Parce que ce pas des gens qui... Et c'est des personnes intelligentes, c'est des personnes sensibles, très touchantes. Et voilà, j'ai posé la question et j'ai voulu donner la parole à ces personnes-là qui souffrent. Parce que personne ne les écoute. Personne ne leur a jamais donné la parole. Et donc, il fallait les écouter, écouter leurs réflexions et comment, j'ai expliqué à travers cette expérience, comment on peut s'en sortir. Quand je dis mettre des mots sur les mots, c'est parce qu'il y a beaucoup de souffrances qu'on ne dit pas, qu'il faut taire à cause de la société, de la famille, de l'éducation, etc. Jusqu'au jour où ça sort de façon anarchique et puis on ne sait plus comment faire avec la personne et automatiquement on va aller voir le psychiatre, on va aller faire l'expérience de l'hospitalisation psychiatrique et c'est ça que je trouve dommage. Parce qu'on peut passer au-delà de tout ça avec un minimum d'écoute, un minimum d'ouverture d'esprit, qu'on ne laisse pas les personnes dans la souffrance et leur dire il faut se taire. Les institutions, par exemple, quand on s'adresse à la police, et ça c'est très très connu, à la justice, etc., on disait à la femme, aujourd'hui il y a la société civile qui s'est élevée contre la chose,
Et on dit à la femme, ben, tu as dû provoquer. Voilà. C'est ta faute, tu as dû provoquer, tu étais habillée de telle sorte, etc. Donc il n'y a aucun respect de l'être humain. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour parler des femmes. Parce que nous, les femmes, on est réputées pour exprimer ce qui ne va pas. Exprimer notre douleur auprès de l'autre, auprès des amis. Et on est prêt à pousser la porte d'un thérapeute pour lui dire au secours, je veux être aidé. Les hommes, dans l'éducation culturelle marocaine, ils ont beaucoup de mal déjà à extérioriser leur souffrance et à les pousser la porte d'un Ce n'est pas qu'au Maroc, ce n'est pas qu'au Maroc. Les hommes ont beaucoup de mal à parler de leurs problèmes de cœur, ils détestent ça. Je parle déjà ce que je vis dans ma société, peut-être qu'ailleurs c'est pareil, peut-être que c'est la particularité du masculin. Oui, de l'idée qu'on se fait, on est quand même dans une société patriarcale généralisée, pas qu'au Maroc. Parce que chez nous, l'homme ne doit pas montrer sa faiblesse, il ne doit pas pleurer, il ne doit pas s'émouvoir, etc. Et donc, forcément, s'il va chez un thérapeute, déjà lui, il se sent mal à l'aise. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré parler des femmes qui sont bavardes. Qui arrivent mieux à se confier. Et pourtant, elles sont bavardes, mais on ne les laisse pas parler. Voilà. Et c'est ça, elles n'arrivent pas à exprimer le cœur de son mal-être. Exactement. Et donc on arrive à cette thématique de l'enfermement, du confinement, que vous associez d'ailleurs au confinement que nous avons connu il y a 2-3 ans, à cause du virus. Et donc il y a une sorte de parallèle entre l'ensemble de la société qui était confinée et cette jeune fille qui est enfermée derrière cette porte métallique cruelle qui se ferme. Et alors elle découvre le monde qui a peut-être évolué depuis, mais l'hôpital psychiatrique dans toute son horreur, parce que c'est vraiment, ce ne sont vraiment pas les conditions où on pourra guérir. Oui. Non, mais heureusement, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que les hôpitaux psychiatriques aujourd'hui, il y a eu une grande évolution puisqu'il y a eu 3 grandes associations, une à Rabat, une à Casa et une à Marrakech, qui se sont battues pour améliorer les conditions d'hospitalisation. Ça n'a pas été facile parce que les médecins ne veulent pas qu'on mette le nez dans leurs affaires, ça reste des affaires de médecins. Mais nous sommes concernés parce que c'est toujours un membre de la famille, un ami, un collègue, etc. Donc, automatiquement, on a besoin. Alors, par rapport au lien entre les 2 confinements, ce sont 2 confinements qui ne sont pas choisis. Parce que je dis que quand on veut s'isoler, on veut aller vers la solitude pour réfléchir, pour méditer, etc., c'est une autre approche. Mais quand on est confiné malgré soi, à cause d'un virus ou à cause d'une maladie, eh ben, on évolue. Malgré tout, mine de rien, on évolue. Ça nous permet de changer nos habitudes, de changer notre manière de voir les choses, et puis d'évoluer, essayer d'évoluer, de comprendre certaines choses, et puis surtout notre rapport à la mort. Et c'est ce qui inquiète tout le monde, ce rapport avec la mort, et c'est ce qui fait que les gens se battent pour avoir un maximum, etc. C'est cette peur de mourir et de plus pouvoir continuer. Et dans le confinement psychiatrique, c'est l'expérience de la mort, de la mort imminente, qui a fait faire cette réflexion à la personne, de devoir changer son point de vue sur beaucoup de choses et de devoir voir la souffrance autrement. Et voilà, et donc elle va se diriger vers une quête spirituelle. Exactement, vers la quête spirituelle, sans le savoir au début, mais après en étant accompagnée, elle réalise que voilà, on est tous dans cette vie, on subit des épreuves et il faut s'en sortir élevé. En s'élevant. Et donc vous citez de grands auteurs soufis et donc elle est entourée, son père déjà, avec des ouvrages. Mais il faut dire qu'elle avait un environnement familial très favorable. Et malgré cela, elle a fait une tentative de suicide. Et donc elle a eu cette expérience de mort imminente. Elle s'est vue au-dessus de son corps. Et quand elle se réveille, l'infirmière lui dit
nous avons eu du mal à vous ramener. À vous ramener. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une RMI, une expérience de mort imminente. Et elle est une EMI, et elle est transformée. Exactement. C'est le début de la transformation. Voilà. En général, au Maroc, quand une personne est dans la souffrance, et surtout dans la souffrance psychique, il y a toute la famille qui est concernée. Tout le monde porte sur ses épaules cette souffrance. Sauf qu'en n'étant pas informé, on le garde chez soi à la maison. On n'en parle pas, on a honte, on dissimule que ça ne va pas. Mais à partir du moment où on peut partager et on est informé, on sait de quoi il s'agit, les choses vont différemment. Là, dans le soufisme, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a cette ouverture. Parce qu'à partir du moment où vous faites l'expérience de l'hôpital psychiatrique, vous avez l'étiquette. Vous êtes passé par là, ça y est. Alors, dans le soufisme, il y a ce regard ouvert. Il n'y a pas le jugement. On ne peut pas juger quelqu'un pour ce qu'il est, pour ce qu'il subit, ou ce qu'il souffre, ou comment il se comporte. Et c'est ça, cette ouverture dont je voulais parler. Et il y a des grands soufis, des grands maîtres soufis qui nous ont laissé des enseignements précieux, mais auxquels nous ne nous intéressons pas. Pas toujours, bien sûr. Et donc voilà, je voulais faire le lien entre le thérapeute qui peut aider, mais aussi entre un accompagnateur spirituel qui peut aussi aider. Et j'ai essayé de décrire un petit peu cette question de transfert, parce que quand on est suivi en thérapie, en général on parle de transfert, mais nous, on ne comprend pas ce que c'est. Seul le thérapeute peut savoir la dimension de ce transfert. Et d'ailleurs, j'avais une de mes amies qui avait des problèmes après un divorce et qui a été voir un thérapeute, et c'était un homme et il était réputé. Et elle arrive chez lui, la première fois, elle lui dit: je sors d'une expérience amoureuse qui n'a pas réussi, et si je tombe amoureuse de vous, qu'est-ce que je fais? Comment vous pouvez m'aider? Parce que j'ai pas envie de retomber dans le même piège. Le transfert. Voilà. Et on appréhende ce transfert parce qu'on dit qu'on tombe amoureux de son... Mais c'est... quand j'ai expliqué, c'est au-delà de tout ça. C'est un lien invisible qui se tisse, qui fait énormément de bien. Et voilà. Je voulais l'expliquer. Voilà. Donc, ce qui est particulier à votre ouvrage, c'est que vous êtes... À chaque fois, il y a des explications théoriques. Oui. Il y a de la pratique et de la théorie. Et donc, ça nous informe sur un tas de domaines. Et puis, bon, entre autres, ça c'est dans le domaine spirituel. Vous mentionnez aussi le code de Mudawana, etc. Oui. Donc, c'est vraiment un ensemble on va dire, de thèmes, de domaines que vous abordez à travers, comme ça, des témoignages, des épisodes de vie. Oui. Voilà. J'ai essayé. C'est ça, je pense que vous y êtes arrivés. Alors, ce mot père, à part qu'on peut faire le jeu de mots pervers, mais qui est le père finalement? Qui sont les pères? C'est la victime et le bourreau. Voilà. Voilà. Donc, ils sont tous ensemble. Ils ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Pas l'un sans l'autre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis père. Ouais. Et voilà, ils vont tous, parce que même celui qui inflige la souffrance est dans la souffrance. Bien sûr. Et il cherche à aller mieux, mais il ne sait pas comment. Et donc, il lui faut toujours une victime pour pouvoir aller mieux. Donc, si la victime prend conscience, eh ben, on va vers un monde meilleur. Voilà, non, on va vers un monde meilleur, mais celui qui inflige la souffrance, il reconsidère aussi s'il le peut, s'il est dans la capacité de le faire. Parce qu'on n'est pas sûr que... On n'est pas capable, surtout on n'a pas toujours l'information, les outils. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous nous avez entendu sans micro? Oui. Je n'ai pas demandé en cours de route parce qu'il me semblait que ça passait bien. Est-ce qu'on peut passer aux questions du public? Ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense que j'ai dit ce que j'ai à dire et je vous remercie pour toutes vos questions précises. Ça fait plaisir. Et puis voilà, on laisse la parole au public. Oui, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut...
Alors, bien sûr, moi je l'ai lu et que ça facilite les questions. Je pense que vous n'êtes pas la seule. Il y a certaines personnes qui l'ont déjà lu. Ceux qui l'ont déjà lu pourraient peut-être faire un petit commentaire. Oui, bien sûr. Non, moi je voulais juste soit. Qu'as-tu pensé du livre? Voilà, ceux moi qui je l'ont l'ai lu. lu, mais je sais pas. C'est très baudelairien tout ça, non? Parce que, je sais pas, vous avez terminé comme dans le poème de Baudelaire. Je suis la victime et le bourreau, la plaie et le couteau, c'est ça? Ça, c'est il. Non, c'est l'explication de père. Oui. Voilà, Ouais, pour voir oui, pourquoi. Beaucoup de choses, j'ai pensé, mais quand on parle des hommes et des femmes, non, on ne peut pas se limiter à être l'avocat du diable. Dans une relation, c'est pas toujours la femme qui est la victime. Pourquoi comment ça se passe dans un couple? Pourquoi les hommes semblent être ces affreux qui créent les problèmes? Parce que dans une relation, on est responsable de la situation. C'est clair. Oui, c'est une responsabilité partagée. Et justement, vous avez bien fait de m'avoir posé la question parce que je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que la souffrance n'est pas propre à la femme. Il y a des hommes qui subissent aussi ces relations toxiques. Et quand on est dans la souffrance, on est dans les extrêmes, les deux extrêmes. Et en étant dans les extrêmes, c'est pas bon. Il faut arriver au juste milieu. Est-ce que j'ai répondu à la question? Moi, je pense que ça va au-delà de ça, que même l'homme qui est dans le rôle du bourreau, il est lui-même dans une souffrance qu'il exprime de par sa position sociale qui lui donne un pouvoir sur la femme, etc. Lui, il l'exprime par en ayant cette forme d'agressivité, mais c'est pas forcément un sens unique, en fait. Je pense que, voilà, dans une relation, je pense que c'est même dans dans son rôle de bourreau, il est aussi dans la souffrance. Dans la souffrance, exactement. dans quelque chose qui est exprimé différemment. Voilà. Exactement, je suis d'accord. Il y a d'autres personnes qui l'ont lu? Qu'est-ce qu'il a lu encore? Alors, lancez-vous, dites-nous quelque chose. Bonsoir. Donc moi je l'ai lu il y a un petit moment déjà. Oui. Merci. Alors, Ilham le sait, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai été très frustrée en fait. Parce que, alors on s'imagine, je ne sais pas comment m'exprimer, ça me manque, enfin voilà, il me manquait, j'aurais aimé avoir un suivi en fait. Alors je comprends que ce soit difficile, que ce soit pas évident, que voilà, il y a une partie de réel et de romance. J'aurais aimé qu'elle défonce entre guillemets les barrières qu'il peut y avoir au sein d'une société qui est malade, quelle qu'elle soit d'ailleurs, au sein d'une société qui est malade, au sein de ces familles qui cautionnent malgré tout, parce que je pense que ça c'est plutôt universel, cette espèce de cautionnement d'une toxicité, qu'elle soit d'une relation homme-femme ou parent-enfant, ou frère-sœur. De toute façon, pour moi, la toxicité, elle est un peu universelle. Et j'ai trouvé que c'est un livre formidable, mais j'aurais aimé qu'elle aille gratter un peu plus là où sûrement ça dérange, ce qui n'est sûrement pas facile, à mon avis. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les suivis psychiatriques au Maroc, est-ce que les personnes sont entendues en tant que victimes, ou est-ce qu'il y a un espèce de jugement de la société, un espèce de jugement du schéma médical qui fait qu'on rajoute
de la souffrance à ces victimes qui sont déjà des victimes? Alors, je réponds à la première question. Mon récit interpelle et fait poser beaucoup de questions, et c'est ça l'objectif, parce que vous, par exemple, vous vivez dans la société marocaine, mais vous n'êtes pas issu. Ça vous fait découvrir, ça vous fait poser des questions. Et c'est ça tout l'intérêt, parce que quoi que je dise, ce ne sera jamais assez. Il y aura toujours à redire, à développer, à expliquer, etc. Et concernant la question du côté psychiatrique, c'était l'étiquette, c'est ça, par rapport à l'étiquette qu'on mettait sur... mais justement, nous, en tant qu'association, nous avons beaucoup travaillé sur ce volet-là, pour que cette souffrance soit considérée comme une autre, comme n'importe quelle maladie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas... On n'associe pas tout à la maladie. Et quand vous êtes cardiaque, vous êtes diabétique, vous êtes n'importe quoi, on ne va pas vous dire vous avez fait ceci parce que vous êtes diabétique et vous avez réussi à faire ceci. Non, on ne va pas vous le dire. Donc le malade mental, en général, il a ce problème. Il a ce problème d'étiquette qu'il va porter à vie. Aujourd'hui, avec les efforts qui sont fournis, etc., il y a des groupes de parole, et vous savez que la psychothérapie n'était pas très développée au Maroc avant. Et donc, à partir du moment où vous avez fait l'expérience de l'hôpital psychiatrique, ça y est, c'est les médicaments, vous êtes dans votre petit coin et ça se termine comme ça. Alors qu'il y a beaucoup de potentiel, les personnes peuvent s'en sortir et peuvent évoluer vers autre chose, et ça peut faire partie de ces épreuves-là que tout le monde, que chacun de nous subit et qui peuvent transformer la personne. Donc voilà, c'est... Il y a d'ailleurs une critique à un moment donné, la jeune fille Oui, en souffrance, elle dit: est-ce que le médecin est là pour me donner des médicaments? exactement. Et que pour ça. Oui. Donc, Et on a peur de la maladie mentale parce qu'elle n'est pas palpable. C'est pas un organe qu'on va toucher, qu'on va piquer, qu'on va crever un abcès, etc. C'est dans la tête que ça se passe. Et on a tellement peur de ce qui se passe dans la tête que on va reléguer la personne à faire un strict minimum, et on va surveiller si elle prend ses médicaments ou pas. C'est tout. On ne va pas se soucier de ce qu'elle pense. Et moi, j'ai voulu donner la parole à cette personne pour nous livrer comment elle voit ce monde, comment elle voit le médecin, comment elle voit la société, et puis l'injustice qu'elle a subie, comment on peut lui faire du mal, et puis c'est elle qui subit les conséquences, et c'est elle qui va être hospitalisée, parce qu'il y a les tabous de la société et qu'elle ne peut pas exprimer ce qu'elle a subi, parce que ça ferait trop honte à sa famille. Voilà, donc c'est tout cet engrenage. à aucun moment elle n'arrive à le dire Oui. dans ce récit. Elle le dit par la maladie. Voilà. Elle le dit le jour où elle a... Voilà. Mais on ne sait pas, en fait, elle pousse beaucoup de cris. Oui. Donc c'est vraiment l'impuissance à Oui. dire les choses, à Exactement. articuler. À Exactement. plusieurs reprises, elle a des crises comme ça, Exactement. de hurlements. Elle-même, elle n'arrive pas à verbaliser sa souffrance. Elle n'arrive pas à mettre un mot sur cette souffrance. C'est trop dur pour elle à exprimer. Et quand on voit des témoignages aujourd'hui, les gens s'expriment de plus en plus. Et ailleurs, non seulement au Maroc, mais dans d'autres pays. Et quand on parle de l'inceste ou du viol, les gens ont mis beaucoup de temps avant de pouvoir exprimer qu'ils ont subi ça dans leur enfance, ou une tranche d'âge où ils avaient été abusés, etc. Et ici, dans la société marocaine, c'est toujours la faute à la femme. Et c'est cette éducation à tendance patriarcale qui donne tous les droits à l'homme, et c'est pour ça qu'il se permet des fois de faire des choses et puis de rester impuni et de continuer à vivre et de passer aux suivantes, etc. Donc je voulais interpeller par rapport à tout ça, à ce non-dit. Vous pensez que la camisole chimique au Maroc est plus développée? Vous pensez que la camisole chimique au Maroc est plus développée que la liberté de la parole avec des psychiatres, des psychanalystes?
on privilégie ici la camisole chimique plus facilement? Non, c'est une alternative qui s'impose quand tout va mal et qu'on ne sait plus comment gérer la situation. Parce que la personne, le jour où elle craque, chaque personne agit différemment. Et donc, la famille ne sachant pas comment se comporter avec ça, donc c'est automatiquement le psychiatre en premier. Après, le psychiatre va adresser vers l'hôpital psychiatrique. La psychothérapie n'étant pas très développée au Maroc aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Et même la condition de la femme évolue. On doit s'en réjouir, mais il n'y a pas cette écoute. On va trouver l'écoute auprès des siens, auprès du voisinage, auprès de quelqu'un qui a subi la même expérience, sans plus. Donc c'est pour ça une vraie thérapie, oui, quoi. c'est pour ça qu'on ne peut pas aller vers C'est un long travail, il y a une ce thérapie. volet thérapeutique. Bon, maintenant ça commence. Les associations ont ouvert des ateliers où il y a des groupes de parole, les gens s'expriment, les gens ont besoin de parler, ont besoin d'échanger sur leur expérience et tout ça. Mais ils n'avaient pas l'opportunité de le faire auparavant. Donc, quand je parle de ce témoignage, c'est, on va dire, avant l'évolution de la psychiatrie au Maroc aujourd'hui. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Et même dans la construction des bâtisses, des hôpitaux psychiatriques, on a observé certaines règles. De l'amélioration. Voilà, en vue d'améliorer les conditions. Et vous parlez aussi d'art-thérapie, de l'art-thérapie en milieu psychiatrique. Hospitalier, exactement. Et aujourd'hui aussi au Maroc, on va vers cette art-thérapie. Il y a des ateliers qui ont été créés, des accompagnements, et c'est vrai que les résultats sont palpables. Ouais, justement, je vous ai envoyé une vidéo qui a été tournée à El Jadida, oui. où on voit les travaux de malades qui se sont exprimés par l'art, par des tableaux, par de la sculpture, par des objets qu'ils ont créés. Ceux qui n'arrivent pas à mettre des mots, exactement, l'expriment peuvent autrement. l'exprimer de cette manière. Oui. Et il y a eu une anthropologue en formation à l'époque où j'étais étudiante, et qui avait rendu visite aux femmes en prison, et qui avait travaillé avec ces femmes-là sur des masques, parce que c'est des femmes qui sont criminelles, qui ont tué, qui ont agressé, etc. Et donc, à travers ces masques, elles ont pu exprimer leur souffrance et elles ont pu en parler. Donc, c'est une démarche. Voilà, c'est la thérapie par l'art, je pense que c'est la meilleure des thérapies, à mon sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a... Petite question, est-ce qu'il y a une suite en préparation? Une suite des histoires? Une suite de la réflexion. Oui, il y a quelque chose en gestation, on va dire. Mais ça ne va pas concerner la femme cette fois-ci. Ouais. Moi, j'avais juste une question. J'ai pas encore lu le livre. Mais je voulais juste savoir la chronologie des différentes petites histoires. Elle a été choisie comme ça, aléatoirement, ou elle a justement pour but de finir par, je sais pas, une La chronologie, réflexion, c'est-à-dire la suite des histoires? Oui. D'accord, alors j'ai commencé par la toute première que j'avais écrite quand j'ai été interpellée en tant que traductrice et que j'ai assisté à des atrocités, des mariages comme ça. Comment dire? C'est pas naturel. Hein. Oui, exactement. C'est plus que hors norme, Diligenté, on va dire. nature. Diligenté par le besoin, par la pauvreté, Voilà. et par le besoin de l'autre côté d'avoir quelqu'un, une compagnie, etc., pour fuir la maison de retraite. Vous voyez, donc c'était, ça m'avait marqué, je l'ai écrite en premier. Et puis pendant le confinement, j'ai eu l'idée d'écrire sur le confinement et ça m'a amené à écrire sur le confinement Intérieur. Et puis les autres étaient venus à des périodes différentes. Donc la chronologie
Il n'y a a pas été vraiment respecté, besoin de voilà, de a été chronologie. respecté Ouais. pour les 2 premières. D'ailleurs, je les ai mis au niveau de la priorité. J'ai commencé par la première. Et voilà, les autres sont venus dans différents contextes. Et voilà. Et la toute dernière histoire, je parle de la mère quand elle est toxique et qu'elle peut pousser ses enfants vers le crime. C'est aussi, c'est pas que la femme qui souffre, mais elle peut aussi infliger la souffrance. Donc voilà. Mais tout ça, c'était en gestation. Il fallait que ça sorte, mais ça a été fait sur plusieurs années et dans différents contextes. Mais il y a des liens, bien sûr. Des liens qui rattachent tout ça à vos propres centres d'intérêt, finalement. Ouais. Voilà, c'est très clair. D'autres questions? On peut passer à une signature? Oui, bonsoir. Ah, pardon. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez faire d'abord félicitations pour votre livre, c'est excellent, bon, c'est bien de réveiller un peu la société. Et ma première question serait, quelques petites questions, mais la première serait, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une différence de toxicité d'un pays à un autre, par exemple avec la France, etc. Est-ce que vous pensez qu'on est plus ici, d'un côté? D'un autre côté, est-ce qu'il y aurait des statistiques quelconques sur cette question-là, et particulièrement entre hommes et femmes, parce que vous avez beaucoup abordé cette question, cette différence entre hommes et femmes. Et je terminerai en disant, vous avez parlé de 3 associations entre Rabat, Moulakh et Casa. Est-ce que vous pouvez nous citer ces associations? Bien sûr. Et entre le thérapeute ou le psy, etc., est-ce qu'il y a des centres d'écoute bénévoles, si je puis dire, ou dans les hôpitaux, des centres d'écoute qui se développent au Maroc, où les gens peuvent aller parler effectivement, etc. Est-ce que c'est une pratique qui se développe déjà au Maroc? Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, il y a des différences culturelles qui font que ces relations toxiques ne sont pas pareilles dans les différents pays. Et Natacha Calestremi, je crois, oui, c'est une journaliste qui avait écrit un témoignage sur une de ses amies qui avait subi une relation toxique et qui est décédée, on ne sait pas si elle a été tuée ou elle s'est suicidée. Et donc, elle a interpellé sur la question. Et aujourd'hui, en France, quand on a des doutes, quand on ne se sent pas en sécurité, la police peut prendre la déclaration et en tenir compte pour protéger les victimes, chose qui n'existe pas ici. Par exemple, un enfant qui va se plaindre d'un père ou d'une mère ou d'une insécurité quelconque chez lui, on va le renvoyer chez lui. On va lui dire, ça ne se fait pas chez nous, Chouma, les parents sont sacrés, etc. etc. Donc il y a certainement des différences culturelles, et moi j'ai parlé des particularités de notre culture marocaine. Alors pour les statistiques concernant la souffrance mentale, il y a 49%. Il y a 49% de personnes, selon les statistiques du ministère de la Santé. Oui. Et Mais dans la souffrance mentale, on peut considérer l'insomnie, par exemple, comme une souffrance mentale. C'est pas la souffrance à proprement dit qui va vous emmener directement chez le psychiatre ou en hospitalisation, mais ce sont des souffrances dont il faut tenir compte. Voilà, le burn-out, tout ça, ça rentre dans la catégorie. Il y a plus de femmes, Moitié de la vous avez posé, population, presque. exactement, Énorme. tout à fait. Et concernant les sexes, ce sont les femmes qui sont le plus touchées. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont tendance à vite craquer parce qu'elles sont dans l'émotion, elles n'expriment pas. Les hommes, en général, et je parle encore une fois de ce qui est culturellement reconnu ici au Maroc et vécu, ils vont se réfugier quand ça ne va pas, ils vont se réfugier dans l'alcool, la drogue, etc. Chose que la femme ne peut pas faire ouvertement ou ne fait pas de façon commune. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de femmes dans la souffrance.
Les associations, il y a l'association Shams de Marrakech, il y a l'association Cela, le lien. Voilà, le lien entre l'hôpital, la famille et la société, à Rabat. Et il y a l'association de Casablanca, je ne me rappelle plus comment ça. Je connais tellement la présidente que j'ai oublié le nom de l'association. Mais ça me reviendra. Les centres d'écoute, ce sont les associations qui ont été à l'initiative de ces ateliers d'écoute. Ce ne sont même pas des centres d'écoute, on ne peut pas appeler au téléphone de façon anonyme, etc. Mais ce sont les personnes qui ont fait l'expérience de l'hôpital psychiatrique qui peuvent revenir. Et nous, à Marrakech, nous avons eu la chance d'avoir une infirmière psychiatrique qui a travaillé en psychiatrie, qui était à la retraite et qui est venue s'installer à Marrakech et qui a travaillé pendant des années bénévolement avec nous. Et puis du fait qu'elle n'appartienne pas à notre culture, les langues se délient plus facilement. On peut raconter des choses intimes qu'on n'aurait pas pu raconter à quelqu'un qui risque de vous connaître ou de vous étiqueter parce qu'il appartient à la même société que vous. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Oui, juste une petite précision. Le taux que vous avez cité de 49%, il serait même plus important que ça. Peut-être. Oui, d'après certains médecins. Mais est-ce qu'il est dans la fourchette un peu des pays européens, par exemple? Je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. C'est un domaine un peu spécialisé. Moi non plus, je n'en ai aucune idée. Ce sont des statistiques récentes du ministère de la Santé, mais pour les autres pays, je ne sais pas. Moi, j'aimerais savoir si, d'un point de vue étatique, les instances ont conscience. Alors, 49%, je pense qu'il y a sûrement un petit peu plus. Chez nous, il y en a tout autant, mais effectivement, culturellement, sur plein de sujets, on est très différents, même s'il y a des pervers narcissiques, même s'il y a des manipulateurs, même s'il y a énormément de fragilité aussi psychologique. On n'est pas du tout dans le même, je trouve, dans le même monde, en fait. On n'a pas les mêmes hontes. Tout à l'heure, madame, vous disiez, est-ce qu'on peut nommer le mot viol? Nous, on le nomme. Alors, peut-être trop, d'ailleurs. Voilà, tout ça, c'est... C'est assez récent, hein. C'est très récent. Et c'est choquant, parce qu'au final, voilà, une victime potentielle d'un viol, ne pas prononcer ce mot-là, fait d'elle, en fait, quelqu'un qui n'est pas reconnu en tant que victime, en fait. Et moi, j'aimerais savoir si, au niveau étatique, ça bouge, si les instances ont conscience de ces troubles X, Y ou Z, quel qu'ils soient, de cette fragilité psychologique ou psychiatrique où les Marocains sont touchés. Est-ce que ça bouge ou est-ce que on met le mouchoir dessus et on ne veut pas trop voir parce que c'est dérangeant de dire qu'on va mal? Voilà. Est-ce qu'il y a des budgets qui sont prévus, pas du tout, ou pas? Ça bouge énormément. Ça bouge énormément ces derniers temps. Et puis même, il y a eu une réflexion à laquelle la société civile a participé sur comment aménager un hôpital psychiatrique. Parce que c'était asilaire, c'était enfermé et on pensait que c'était dommage dans un pays où il y avait le soleil tout le temps, presque sur toute l'année, d'être dans l'obscurité et d'être dans l'humidité, le froid, l'enfermement et ne pas avoir accès à cette lumière en sachant que il y a des thérapies par la lumière. Voilà, de bien-être, et donc c'était parmi les choses que nous avions défendues auprès du ministère. Donc l'aménagement de l'hôpital psychiatrique s'est amélioré, mais bien sûr les portes restent fermées parce qu'on peut pas, tout le monde ne peut pas avoir accès, y compris la famille. On met tous les cas par exemple là dans la salle où elle se trouve. Oui.
Il y a toutes sortes Voilà, de c'est cas. mélangé. C'est mélangé. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir des chambres individuelles en contrepartie de payer un peu d'argent. Il y a aussi un hôpital du jour où il y a des activités, alors chose qui n'existait pas du C'est tout. important. Et ça, c'est comme ça s'est passé pour le mariage des jeunes filles. Ce ne sont pas les médecins qui se sont exprimés par rapport à ça, mais c'est les ONG, la société civile, et bien sûr main dans la main avec les médecins. Donc ils ne pouvaient pas travailler seuls, et la société civile ne pouvait pas travailler seule. Donc il fallait travailler ensemble et défendre ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, il y a des activités, il y a une réinsertion, il y a des centres où on peut apprendre un métier, avoir un diplôme. Il y a le jardinage, alors qu'avant, on ne pouvait même pas faire sortir les patients dans le jardin de l'hôpital parce qu'on avait peur qu'ils s'enfuient. Donc il n'y avait pas assez de personnel, de structure pour bien garder ces gens-là. La peur de les voir fuir, c'est aussi les protéger contre eux-mêmes. Oui. Donc cette prise de conscience, et puis comme je disais, c'est comme le mariage des filles violées qu'on obligeait à épouser le violeur. Ce ne sont pas les médecins qui établissaient les certificats médicaux pour dire que c'est trop violent. Ils ont fait le constat des blessures, de tout ce qui ne va pas chez la personne, mais c'est la société civile qui s'est élevée. Et à ce moment-là, les médecins se sont joints à la société civile pour dire que ça ne doit plus continuer à se faire. On ne peut pas marier la fille violée avec son bourreau qu'elle n'a pas choisi, qu'elle a subi. Donc c'est vers cette évolution que nous allons au niveau de l'association de la santé mentale. Nous essayons de faire évoluer les choses dans ce sens-là. C'est-à-dire un peu plus d'humanité, un regard humain envers les personnes qui souffrent, et puis leur tendre la main pour pouvoir avoir une vie par la suite, parce qu'on ne pouvait pas savoir le nombre de jeunes qui sont hospitalisés en psychiatrie. C'est énorme. Parce que quand c'est des personnes âgées, c'est lié à l'âge, mais quand les personnes sont jeunes, on peut leur donner une deuxième chance pour une réinsertion sociale, professionnelle. Il y a aujourd'hui une association d'usagers, c'est-à-dire de personnes qui étaient déjà malades et qui se sont sorties de la maladie et qui sont entre eux, qui ont fondé des foyers, qui sont en activité professionnelle et qui continuent. Il avait suffi qu'ils prennent conscience de leur maladie et de l'intérêt de prendre leur traitement et d'être suivis. Donc une fois en confiance, je pense qu'ils ont bien évolué. C'était ça l'objectif de toutes les associations qui ont été créées un petit peu à travers le Maroc. C'est vrai qu'on n'était pas les bienvenus au début, mais aujourd'hui il y a une grande collaboration entre les médecins et les associations. Il y a même une fédération nationale de la santé mentale qui s'est créée cette année-là. Une Fédération nationale pour la santé mentale, entre médecins et... Très bien. Ça bouge. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir docteur. Oui, je la connais très bien, mais je n'ai pas lu son bouquin. Ils viennent d'arriver. Je suis un peu loin du domaine littéraire, entre guillemets, mais l'essentiel c'est que, bon, je me présente, je suis pathologue du CHU. Et un point qui a attiré mon attention, parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine confusion. C'est-à-dire, parce que on vit tous et il y a le psychisme et puis il y a les causes organiques, les causes artérielles, la sénescence, la fibrose qui peut toucher des parties du cerveau et le patient, la personne touchée va se sentir un peu anormal et on nous dit il est fou, il est fou. Alors là il y a un mélange de pas mal de choses. On mélange, ça veut dire faux, ça veut dire il ne sert à rien. Il y a quand même des sommités, des savants, des génies
Mais parfois, ils ont des comportements anormaux. Pourtant, c'est un cerveau, attendez, parfois il réagit, c'est-à-dire il nous dépasse. Et c'est difficile de faire la part des choses. Exemple. Je vais dire un exemple qu'on rencontre toujours, que je rencontre moi-même chez les organiques, chez des malades, c'est des patients organiques, des sérotiques, des greffés, etc., etc. Et ces patients, ils sont déprimés. Je dis toujours à mes étudiants, le sérotique est triste. Très triste. Toujours. Le sérotique est triste. Très triste. Pourtant, moi c'est mardi, oui, mardi. On est le 15 septembre. Oui, on est le 15 septembre. Oui, j'ai des enfants. Mais elle est triste. Très triste. Organiquement, le foie qui n'arrive pas à éliminer toutes les toxines, et ces toxines vont passer dans la circulation sanguine, et c'est-à-dire ça fait mal au tissu cérébral. Et ça touche en premier les zones les plus fragiles du cerveau, c'est-à-dire les zones qui sont, c'est-à-dire leur structure artérielle elle est très très faible. C'est surtout la région de l'hippocampe. L'hippocampe c'est une zone un peu délicate, fragile, et c'est là où se situe la gaieté, le fait d'être ouvert, le fait de, c'est-à-dire d'être Optimiste. plus, bon, optimiste mais plutôt, c'est-à-dire il est éveillé en quelque sorte. Vous voyez, et ça je les ai vus. Pratiquement tous les sérotiques, ou bien les hépatopathes, c'est-à-dire les hépatopathies chroniques, ils viennent toujours comme ça, toujours. Pas le temps. Ça va pas, il s'énerve avec tout le monde, il fait des scandales. Pourtant, c'est dû à cette intoxication. Je voulais seulement ouvrir un point important, la dépression. Oui, je suis déprimé. Tout le monde dit, je suis déprimé. La dépression, ce n'est pas une maladie. La dépression, c'est un symptôme. Et le symptôme, c'est comme l'inflammation est un symptôme. Mais il peut être, il a pas mal d'origines. Et comme pour une inflammation, on donne des anti-inflammatoires, pour la dépression, on donne des antidépresseurs. Voilà, c'est-à-dire, tranquille, c'est un peu. Non, c'est-à-dire, ils ont, surtout maintenant, les antidépresseurs, maintenant, ce sont les anti-recaptures de la sérotonine qui sont utilisés. Mais ça, c'est l'inflammation. C'est-à-dire, c'est l'inflammation psychologique. Et c'est un traitement symptomatique. Il ne guérit pas la maladie, mais il diminue c'est-à-dire le manque de confort. Le patient n'est pas bien. Et bien, c'est ça. Et il y a des gens qui peuvent être déprimés et on peut les prendre pour des faux maintenant. Et il y a des chacals qui sont là. Chouafa ou le pro de là. Alors c'est là, vraiment c'est la proie. Vous pouvez savoir ce qui a été Moulay Ibrahim, mais c'était la catastrophe. Moulay Ibrahim, mais c'est vraiment horrible ce qu'on voit. Le problème, bon, pour ne pas trop que je m'accapare beaucoup de cette excellente réunion, de toute façon c'est la première fois où j'assiste à un débat. C'est la première fois. C'est la première fois. Tout simplement, il y a la psychologie. La psychologie, il y a le psychiatre, c'est le médecin psychiatre qui peut donner des médicaments. La préparation des médicaments symptomatiques. Hein? Soyons clairs. On ne guérit jamais un état de douleur. On donne des médicaments symptomatiques. Et le psychiatre, et le psychologue. Le psychologue, c'est quand il y a une fracture, par exemple, on met un plâtre et on donne des béquilles pour qu'il passe. Les béquilles, c'est l'intervention du psychologue. Le psychologue peut ne pas être un médecin. Donc lui, c'est le parler. C'est on t'écoute, on t'oriente, on te donne des instruments à faire. Ça, c'est
le psychologue. Il n'a pas le droit de donner des médicaments. Le psychiatre, il peut être un psychologiste, mais c'est rare. Toujours le psychiatre, il donne une lettre pour, comme la chimiothérapie, ça, on donne une lettre et on explique l'état du patient et on le prend en charge. Donc, et puis, le reste, ce sont les maladies mentales dues génétiquement. Il y a des maladies mentales qui donc, il y a une atrophie corticale. Bon, les centres vitaux sont là, mais le raisonnement, c'est-à-dire comment on est, et bien, là aussi, parce que je t'ai entendu, Ilham, en disant, on leur apprend à faire quelque chose. Ce sont des gens qui pensent, qui s'intéressent au rudimentaire. Je vais faire quelque chose, et puis bravo, c'est bien, tu as fait ça. Mais en dehors de ça, il ne fera pas autre chose. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué. Je me réjouis d'avoir un docteur en face de moi, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait la maladie organique et la souffrance psychique. Oui. Et dans la souffrance psychique, il y a les émotions. Et les émotions font qu'il y a l'hormone de la cortisol qui est sécrétée en excès. Et c'est ça qui va influer sur les neurotransmetteurs et qui va les perturber et qui va rendre la personne dépressive, etc. Mais elle n'est pas folle, vous voyez? Et elle n'est pas handicapée. Oui, je vois. Donc, je comprends. Seulement, par exemple, les gens qui ont une hypercortisolémie, c'est un problème organique. C'est un problème, c'est-à-dire qu'il y a un organe qui sécrète l'hormone corticoïde. Et c'est la surrénale. Mais il y a une raison. Oui, donc il y a une infection tumorale, c'est-à-dire quelque chose d'organique. Oui. Soit une tumeur au niveau de la surrénale, alors ce qu'on appelle entre autres, la maladie de Cushing. Mais il y a aussi l'angoisse. Non, il y a aussi la colère qui n'est pas exprimée. Attendez, l'angoisse authentique, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? L'angoisse, c'était par exemple, j'ai vu l'avion, quelqu'un qui a pris une crise de panique. Et nous étions obligés, parce qu'il n'y avait rien, une crise de panique, était obligé de lui donner un coup pour l'assommer, parce que c'était horrible. Une crise de panique, alors qu'il est... C'était insupportable. C'était insupportable et... Wow. Donc voilà ce que j'ai voulu dire. Votre mise au point est très... Je suis très rapide. C'est la première fois que j'assiste à un débat. Maintenant, je vais être un abonné. Merci, docteur. Merci d'être là et de participer à ce débat. Alors, moi aussi, je dois me lever. Non, je vais... Non, mais je fais pas de show, moi. Juste que... Lui, c'est naturel, il ne fait pas. Non, mais lui, c'est un professeur de médecine. Voilà. Qu'est-ce que je suis à côté de lui? Les effets grands, ça le connaît. Dans son élément. Merci d'être venu. Merci. Juste une petite chose sur la stigmatisation de la société marocaine. Madame, elle a demandé si on a pris conscience, etc. au Maroc, de tout ça. Déjà, tous les gens qui subissent des viols ne se retrouvent pas en asile psychiatrique. Ça, c'est... Heureusement. Et c'est une... non, enfin, heureusement, entre guillemets, mais c'est pas ça qui conduit à la maladie. Madame, elle a demandé qu'est-ce qui se passe dans la société marocaine. Mais quand on regarde, par exemple, la société française qu'on connaît très bien, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Les langues se sont déliées il y a 4-5 ans, après MeToo. Très récent. Quand on a commencé à écrire des livres, Vanessa Springora a écrit un livre sur sa relation quand elle avait 13 ans avec un homme de 50 ans, au vu et au su de tout le monde. Elle allait en consultation chez un gynécologue qui n'a jamais rien relevé. Et il lui a fallu 30 ans pour pouvoir écrire le livre et dénoncer le mec qui a aujourd'hui 90 ans, il y a un article de la mort. Donc je ne sais pas
qu'est-ce qui est intéressant? La fille de Kouchner, elle vient de nous apprendre qu'elle a subi que son frère a subi des viols alors que sa mère était présente. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Par le beau-père, mais le mari de la mère qui était consentante à tout cela. Ça, ce sont juste deux petits exemples. Donc ce qui se passe dans ces sociétés-là, c'est pas beaucoup mieux. Et les langues, ce sont les abus sexuels, mais de tout genre aujourd'hui, les tennismen, dans le sport, mais c'est un branle-bas de combat en France, par exemple, sur tout ce qui se passe, et c'est depuis MeToo, MeToo à la française qui est arrivé 2 ans après MeToo aux États-Unis. Et je termine avec les États-Unis, et là c'est une petite bombe, très peu de gens connaissent ça, le mariage des mineurs est autorisé aux États-Unis dans la majorité des États américains. À 12 ans, on marie des gens au vu et au su de tout le monde, avec donc exactement ce qui se passe au Maroc. Il arrive que le mari est quelqu'un qui a violé l'enfant, mais en tous les cas, c'est autorisé. La loi l'autorise, il y a quelques États qui viennent de l'interdire, mais aujourd'hui, exactement comme au Maroc. Donc le projecteur sont orientés sur le Maroc, parce que le Maroc est un pays, la démocratie, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais quand on va là-bas, c'est pire. Enfin, voilà. Écoute, le mariage des... Là, on est en train de parler du Maroc. Non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'on parle c'est comme si c'était une exception que les médecins, ils ont pris connaissance. Non, mais c'est quelque chose... Moi, j'ai été choquée quand j'ai appris ça. Je ne savais pas que le mariage des mineurs était autorisé aux États-Unis. Quand je l'ai appris, j'étais choquée. C'est exactement ce qui se passe, exactement la même situation qu'il y a au Maroc. Donc, ce que je veux dire, moi, c'est juste la stigmatisation, tout le monde, les enfants, on marie des petites jeunes filles, elles ont 16 ans et tout ça, 12 ans, j'ai vu un reportage, j'ai écouté un documentaire, j'ai suivi tout ça dès que je l'ai appris, mais c'est absolument catastrophique, et ça arrive, et c'est pas des cas isolés, ça arrive, c'est la loi, c'est légal. Tu as une copine qui a 12 ans, tu veux l'épouser, tu vois, tu l'épouses. Ici au Maroc, c'est un peu plus difficile qu'aux États-Unis. Au Maroc, c'est pas légal. Au Maroc, ce n'est pas légal de se marier à 12 ans. Non, au Maroc. En tout cas, merci d'avoir apporté cette précision, parce que, par exemple, pour les États-Unis, on ne peut pas imaginer que ça puisse exister. Mais c'est légal aux États-Unis, au Maroc, l'âge de mariage au Maroc, c'est 18 ans, dans la loi. Aux États-Unis, le mariage des mineurs est autorisé. Seulement moi, je mets le doigt sur ce qui ne va pas dans ma société, dans ma culture, et les choses que je voudrais voir évoluer. Les gens, ils ont interpellé quelqu'un qui se balade. Mon objectif à travers ce que j'ai écrit. Oui, merci. Vous avez cité toutes les thérapies, le jardinage, l'art-thérapie, mais vous n'avez pas cité une thérapie qui est utilisée dans des hôpitaux américains, qui est la bibliothérapie. Voilà, j'allais le dire. Alors ici, au niveau des associations, et surtout l'association Shams, il y a des ateliers d'écriture. Et donc, qui dit écriture, dit lecture. Mais ce n'est pas encore développé. C'est embryonnaire, ça commence. Ça ne peut pas toucher tout le monde. Oui, c'est clair. Non, mais chaque personne va aller vers l'atelier qui lui convient le mieux, qui lui parle le mieux. Il y a ce qu'on appelle la bibliothérapie, il y a ce qu'on appelle la bibliocoaching, parce qu'il y a des ateliers qui font du bibliocoaching qui n'a rien à voir avec la bibliothérapie. La bibliothérapie, ce sont des gens qui proposent des lectures, qui viennent faire des lectures, qui sont adaptées à chaque cas. C'est-à-dire, s'il y a une question de viol, il y a des lectures parce que ça aide le patient à mettre des mots sur ses mots, à s'identifier au personnage. À savoir qu'il n'est pas le seul dans son cas aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'on parle de toutes les thérapies. Et c'est une thérapie qui est utilisée depuis la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les hôpitaux aux États-Unis, qui est maintenant utilisée en Europe. Et il y a des spécialistes
spécialistes qui font ça et qui démontrent que ça donne vraiment des résultats, même pour des cas de déprime, des cas de conflit entre les parents et les enfants. Donc en fait, c'est très important. Est-ce qu'on a des coachs littéraires suffisamment ici pour les faire appel à eux, ici au Maroc? Ici au Maroc, ce que je vois moi, il y a des bibliocoachs, pas des bibliothérapeutes. C'est très différent parce qu'il y a une différence entre prendre des livres de développement personnel et commencer à faire des ateliers autour d'eux et prendre des livres de littérature et conseiller des lectures ou faire des lectures qui sont adaptées. C'est du cas par cas. Oui, ça nous amène vers les contes à l'ancienne. Voilà, c'est-à-dire une personne, je vais vous donner qu'on avait utilisé. Voilà. Quand on parle d'adultère, on va lire Anna Karénine par exemple. Quand on parle d'adultère et de culpabilité, on va conseiller Anna Karénine. Ce sont des lectures de classiques de la littérature. Pas seulement, pas que des classiques, mais ce sont de grands lecteurs comme Annie qui pourrait conseiller mes capacités. En tout cas, merci de m'avoir accompagnée, Annie. C'était très agréable. Avec plaisir. Merci à vous d'être venue. Et merci à Madame Kalira. Merci pour votre accueil. Merci.